Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, on continue notre série d'échographie d'urgence et cette fois avec l'échographie en cas de traumatisme. Alors, en cas de traumatisme, l'échographie au lit de patient est un outil rapide et efficace. Il permet de diagnostiquer des conditions potentiellement mortelles, notamment les hémorragies intra-abdominales et pelviennes, l'hémopéricarde, l'hémothorax ainsi que le pneumothorax, des conditions où chaque minute compte. Tout cela en utilisant l'algorithme EFAST qu'on va détailler par la suite. Alors, concernant le choix de la sonde pour cet examen, les sondes à basse fréquence sont applicables dans cette situation. On a la sonde convexe basse fréquence, c'est la sonde la plus utilisée pour cette application. Mais aussi, on peut utiliser une sonde sectorielle, ce qu'on appelle Phased Array, en mode abdominal. Alors, pour l'algorithme EFAST, il représente un acronyme qui veut dire Extended ou bien Extended Focused Assessment Sonography Trauma. Donc, c'est un outil qui permet de répondre à quatre questions qui sont, tout premièrement, on a est-ce que le patient présente un hémopéritoine? Chez un patient traumatisé, tout liquide dans le péritoine et de sang jusqu'à preuve de contraire. La question numéro 2, est-ce que le patient présente un hémopéricarde? Donc chez un patient traumatisé, un épanchement péricardique est un hémopéricarde jusqu'à preuve de contraire. Question numéro 3, est-ce que le patient présente un hémothorax? Donc chez un patient traumatisé, la présence d'un épanchement pleural est un hémothorax jusqu'à preuve de contraire. Et la question numéro 4, est-ce que le patient présente un pneumothorax? Donc cet outil, l'EFAST, il est de plus en plus utilisé en situation de traumatisme de fait de sa utilité et de sa rapidité et il est attaillé par la littérature médicale. Alors on commence tout premièrement, la question 1, est-ce que le patient présente un hémopéritoine? Alors et pour répondre à cette question, il faut évaluer 3 zones. Zone 1, la poche de Morrison, zone 2, là, l'espace spléno-rénal et zone 3, c'est le pelvis. On commence tout premièrement par la poche de Morrison ou l'espace hépato-rénal. C'est un espace virtuel qui est situé entre le foie et le rein droit et c'est l'endroit où s'accumule en premier un liquide péritonéal. Ici, une vue anatomique coupe parasagittale droite qui passe par le grand axe de l'aria noda, ici, et montre le fond de la poche de Morrison. Alors, pour identifier la poche de Morrison, alors on va appliquer notre sonde échographique au niveau de la ligne axillaire postérieur droit sur le plan, donc sur le plan coronal, le marqueur d'orientation il est pointé vers le céphalique et on va effectuer un balayage heu, donc de céphalique vers le caudal, d'avant en arrière, jusqu'à l'identification de la poche de Morrison et une fois identifié, on va effectuer un balayage jusqu'à la disparition de rein droit, heu, à la fois antérieurement et postérieurement. Donc là, voilà, ici, on a le foie et le rein droit. Entre eux, c'est la poche de Morrison, voilà ce qu'on appelle l'espace hépato-rénal. Ici, cette image, on a une poche de Morrison qui est libre. On a l'absence de liquide entre ces deux structures anatomiques. Ici, on a de liquide qui apparaît à l'échographie anéchogène, c'est-à-dire euh, en, en noir. Alors, la deuxième zone, c'est la zone
qu'on appelle l'espace spléno-rénal. C'est l'espace virtuel qui est situé entre la rate et le pôle supérieur de rein gauche. Alors pour identifier cet espace, on va appliquer notre sonde sur le plan coronal au niveau de la ligne axillaire postérieure gauche. Le marqueur d'orientation il est pointu sur le céphalique, comme ici, et on va faire un balayage de céphalique vers le caudal, d'avant en arrière jusqu'à l'apparition de l'espace spléno-rénal. Et une fois l'espace il est identifié, on va faire un balayage jusqu'à la disparition de reins à la fois antérieurement et postérieurement. Donc ici, voilà image échographique qui montre l'espace spléno-rénal. Voilà ici la rate. Et là, on a le rein gauche. Ici, c'est l'espace il est frais, ou bien il est libre. C'est l'absence de liquide entre ces deux structures anatomiques. Voilà ici, on a donc de liquide qui apparaît à l'échographie, un échogène noir entre la rate et le rein gauche. Donc c'est de liquide entre ces deux structures dans l'espace spléno-rénal, et chez un patient traumatisé, c'est de sang jusqu'à preuve de contraire. Il faut noter que l'interface entre euh, le, donc la rate et le diaphragme, c'est la partie la pudiclive, donc c'est la partie où s'accumule plus ou bien en premier le sang chez un patient en décubitus dorsal. Donc là, il faut examiner toute cette partie. Donc et pour faire ça d'une manière exacte, il faut examiner cet espace de 6 à 9 o'clock, c'est-à-dire de la partie inférieure et postérieure de rein jusqu'à la partie antérieure et supérieure de la rate. Passons à la troisième zone qui est le pelvis. Alors voilà ici deux coupes sagittales chez l'homme et chez la femme. Alors chez la femme, on a l'accumulation de liquide se fait en premier dans le cul-de-sac de Douglas, et chez l'homme, dans l'espace recto-vesical. Alors pour faire l'imagerie ou bien l'examen de pelvis sur le pont transverse, on va appliquer notre sonde d'une façon transverse juste au-dessous de la symphyse pubienne. Le marqueur d'orientation il est pointé vers la droite de patient, et on va diriger notre sonde vers, vers le caudal. L'image chez la femme qui va apparaître donc dans la normale, c'est comme ici. Donc on a en premier la structure qui va apparaître, c'est la vessie. En arrière de la vessie, on a l'utérus, et derrière l'utérus, on a le cul-de-sac de Douglas entre l'utérus et le rectum. Ici, ce cul-de-sac, il est libre, l'absence de liquide. Et ici, dans cette image échographique, on a une structure anéchogène qui se situe entre l'utérus et le rectum. Donc, c'est de liquide entre dans le cul-de-sac de Douglas, et chez une patiente traumatisée, c'est de sang jusqu'à preuve de contraire. Chez l'homme, ici, voilà une vue transverse de pelvis normale. Ici, c'est la vessie, donc le- l'espace recto-vésical qui est libre, l'absence de liquide. Et ici, dans cette image échographique pathologique, on a la présence d'une structure ici anéchogène noire. C'est de liquide entre la vessie et le rectum. Donc, chez un patient traumatisé, c'est de sang jusqu'à preuve de contraire. Aussi, pour examiner le pelvis sur le plan sagittal, on va appliquer notre sonde sur le plan sagittal juste au-dessous de la symphyse pubienne. Et voilà, chez la femme, il va apparaître
toujours en premier on a la vessie, après on a l'utérus et derrière l'utérus, c'est le cul-de-sac de, Douglas. Ici, il est libre, absence de liquide et là on a, une, structure anéchogène noire. C'est de liquide chez une patiente traumatisée, c'est de sang jusqu'à preuve de contraire. Chez l'homme, là, voilà la coupe, bien la vue sagittale. En premier apparaît la vessie comme toujours et derrière la vessie, c'est l'espace recto-vésical qui est libre dans cette image échographique. Ici, on a une structure anéchogène noire, donc c'est de liquide. Chez un patient traumatisé, c'est de sang jusqu'à preuve du contraire. Donc pour résumer, donc la première question, est-ce que le patient présente un hémopéritoine? Il faut examiner les 3 zones. On a tout premièrement l'espace de Morisson ou bien la poche de Morisson, c'est l'espace hépato-rénal qu'on va l'examiner au niveau de la ligne axillaire postérieure, droite et il va apparaître ici entre le foie et le rein, droite comme une structure anéchogène. Deuxième zone, c'est, l'espace spléno-rénal qu'on on va l'examiner, au niveau de la ligne axillaire postérieure gauche, entre la rate et le rein, gauche, il va apparaître comme une structure noire anéchogène. Pour examiner le pelvis, là, on va faire appliquer notre sonde au-dessus de la symphyse pubienne. Chez la femme, on a de liquide au niveau de l'espace de glace derrière l'utérus et chez l'homme, on a de liquide derrière la vessie dans l'espace recto-vésical. Donc voilà la première question. La deuxième question, c'est est-ce que le patient il présente un hémopéricarde? Alors là, pour l'examen, de cœur, l'écho-cœur, je vous invite à voir la vidéo sur l'échographie d'urgence en cas d'hypotension. Pour obtenir une vue, sous-xiphoïdienne de cœur, on va appliquer notre sonde, sectorielle, au niveau donc le marqueur d'orientation, il est pointé vers la gauche de patient si on utilise une sonde sectorielle et si on utilise une sonde curviligne, là, le marqueur d'orientation, il est pointé vers la droite de patient. On va appliquer notre sonde de l'ombilic et on monte jusqu'à la symphyse pubienne, donc jusqu'à la symphyse pubienne, jusqu'à l'apparition, de la, vue sous-xiphoïdienne de cœur. Alors pour, chez un patient avec un hémopéricarde, on va ou bien un épanchement, on va visualiser une structure anéchogène noire qui entoure le cœur. Voilà ici, une structure anéchogène qui entoure le cœur et chez un patient traumatisé, un épanchement péricardique, c'est un hémopéricarde jusqu'à preuve de contraire. Et plus de détails, comme j'ai dit, veuillez, voir la vidéo, sur, l'écho-cœur qui, heu après on a la troisième question: «Est-ce que le patient il présente un hémothorax?» Ici, là, aussi j'ai fait une vidéo sur l'échographie pulmonaire. Je vais juste faire un résumé. Je vous invite aussi à voir la vidéo sur l'échographie pulmonaire. Alors pour, l'hémothorax, le liquide au niveau, de, l'espace pleural, il s'accumule, hem, au niveau, postérieur chez un patient en décubitus dorsal et pour examiner bien pour identifier ce liquide, on va, appliquer notre sonde au niveau de la ligne axillaire, donc de la ligne axillaire, postérieure. Donc la sonde, elle est sur le plan coronal. Là, le marqueur d'orientation, elle est pointu vers le céphalique, et on va donc faire un balayage, de donc on va faire un balayage de, caudale vers le céphalique. Donc dès l'apparition du diaphragme, on va monter vers le haut. Alors c'est, ici, voilà la normale ici, on a le foie qui joue le rôle, d'une fenêtre acoustique et après
on a le diaphragme et ici, directement, on a un champ pulmonaire et l'absence d'un épanchement. Ici, cette vue échographique qui montre un épanchement, un épanchement pleural. Ici, c'est le foie, le diaphragme. Ici, c'est un tissu pulmonaire atelectasie qui apparaît flottant. Voilà, l'épanchement, il est là, un échogène. Donc, un patient traumatisé, épanchement pleural, c'est de l'hémothorax jusqu'à preuve de contraire. Ici, aussi un autre signe qui, permet, de faire suspecter les penchements, pleural, c'est ce qu'on appelle spine sign ou le signe de la colonne vertébrale. C'est l'apparition de la colonne vertébrale qui est normalement non visible à l'échographie, mais lorsqu'on a la présence d'un épanchement, il va jouer le rôle, d'une fenêtre acoustique et il va faire apparaître la colonne vertébrale à l'échographie. Donc il va augmenter, notre sensibilité, diagnostique, si on a ceci. On passe à la quatrième question, c'est est-ce que le patient présente un pneumothorax? Ici, aussi, dans cette question, j'ai fait la présentation sur, le donc sur l'échographie pulmonaire. Je vous invite aussi à revoir la présentation. Je vais juste faire un petit résumé. Donc pour, évaluer, la présence ou non d'un pneumothorax chez un patient, donc on fait un examen chez un patient en décubitus dorsal, on applique notre sonde sur le plan sagittal pour utiliser les côtes et les ombres costaux comme repère, donc comme repère anatomique. Là, on va appliquer notre sonde et faire, notre balayage sur les 2 champs, pulmonaires. Alors, si le patient, il présente un glissement pleural ou bien il présente, l'inhibé ou le pot pulmonaire, ces signes, il permet d'exclure, le pneumothorax avec une très grande, sensibilité. Mais l'absence de, glissement pleural, il fait suspecter. Donc il fait suspecter le pneumothorax, mais il n'est pas, définitif pour dire est-ce qu'on a un pneumothorax ou non. Et là, il faut chercher d'autres signes qui permet, d'augmenter la sensibilité, notamment, heu, notamment ce qu'on appelle le point, pulmonaire et là, je vous invite, comme j'ai dit, de voir la présentation sur l'échographie pulmonaire où j'ai expliqué tout ça en détail. Alors pour conclure, donc comme j'ai dit, l'échographie au lait de patients, traumatisés, c'est un outil qui est, de plus en plus utilisé, qui est rapide et efficace. Il, nous permet de faire un examen rapide sans déplacer, le patient et cet algorithme EFAST, il, répond à 4 questions. Donc la première question: est-ce que le patient, il présente de liquide dans, dans le péritoine. Et là, on va, évaluer, 3 zones. Donc on a la première zone, c'est, ce qu'on appelle la poche de, Morrison au niveau, de la ligne axillaire postérieure droite entre le foie et le rein. Deuxième zone, c'est la zone, bien l'espace spléno-rénal au niveau de la ligne axillaire postérieure gauche. Heu et la troisième zone, c'est le pelvis. Donc les pelvis juste au-dessous de, pubis, on va appliquer notre sonde et on va chercher, de liquide, soit entre, la vessie et le rectum ou bien entre le furis et le rectum chez la femme. Heu 2e question, est-ce que le patient présente hémopéricarde? Et là, on va obtenir une vis oxyphoïdienne de cœur et voir est-ce que le cœur, il est entouré d'une structure anéchogène noire. S'il est entouré d'une structure noire anéchogène, c'est un épanchement péricardique et puisque le patient, il fait un traumatisme, c'est un hémopéricarde jusqu'à preuve de contraire. 4e
Donc la troisième question, est-ce que le patient présente un hémothorax? L'hémothorax, là, on va évaluer la partie, postérieure de la plèvre où s'accumule le liquide. C'est un patient, en décubitus dorsal et là, le liquide, il va apparaître comme structure anéchogène juste au-dessus de diaphragme et parfois on visualise aussi, de tissu pulmonaire atelectasie flottant. Quatrième question, est-ce que le patient présente un pneumothorax? Et là, on cherche les signes, de, glissement pleural, ligne B et de peau, pulmonaire. S'ils sont absents, là, ça, il fait suspecter le pneumothorax et là, il faut chercher d'autres signes qui confirment le diagnostic, notamment le point, pulmonaire et donc je vous remercie.